Bismillah. En ces temps-là, un grand roi régnait sur le peuple bambara. Il s'appelait Bitan Koulibaly. Son empire était si vaste qu'on racontait que 100 chevaux, se relayant un train d'enfer, ne pouvaient en atteindre les limites. Le centième s'écroulerait avant de passer la frontière. Comme la coutume et les lois de ce très puissant roi l'exigeaient, chaque famille lui versait un impôt annuel d'or ou d'argent, d'étoffe ou de miel, de dolo, qui est de la bière de mie ou de grains. Or, il se trouva qu'une année, une pauvre famille de la province de Niola ne put réunir suffisamment de miel. Quand les soldats collecteurs d'impôts se présentèrent devant sa case, la femme les supplia. Le mari invoqua la clémence du roi, des villageois intercédèrent, mais rien n'y fit. Le visage des soldats demeura aussi glacé que le marbre des vestibules du palais royal. Qu'à cela ne tienne, s'impatienta celui qui semblait être le chef, l'un de vos enfants fera l'affaire. Cela vaudra 2 années d'impôts. Eh, qu'attendez-vous? Les malheureux parents allaient de nouveau se jeter à genoux quand un garçon de 7 ans environ sortit de la case familiale et s'avança vers la place. C'était Ngolo Diarra, le fils aîné. Derrière lui, peureusement serrés les uns contre les autres, se tenaient 5 enfants, le reste de la famille. Ngolo avait tout entendu. Moi, je suis prêt à vous suivre, dit-il, en levant un regard fier vers les chevaux piaffants des soldats. La mère alors poussa un grand cri. Le père se jeta en avant pour attraper son fils. Un mouvement se fit dans la foule de villageois, mais déjà, l'un des cavaliers se baissait, soulevait Ngolo de terre et le posait devant lui sur sa monture. Avant que les villageois ne comprennent tout à fait ce qui venait de se passer, les soldats faisaient volte-face et quittaient Niola au grand galop, en direction de Ségou, la capitale. Que pouvaient faire quelques pauvres cultivateurs sans armes et sans chevaux contre des guerriers du roi? Chacun maudit son sort misérable, et peu à peu, avec le temps, l'affaire fut oubliée. C'est ainsi que Ngolo, fils de Diarra, du pays de Niola, devint esclave à Ségou des Balanza. La capitale du pays, Bambara, était une belle ville fortifiée, au bord d'un large fleuve. On l'appelait Ségou des Balanza parce que ces merveilleux arbres, les Balanza, croissaient en abondance tout autour et dans la cité. Des gens affirmaient les avoir comptés. Il y en aurait eu 4444 au temps du roi Bitan. Le roi aimait le faste et les cérémonies quand il siégeait dans son palais de Ségou. Un beau palais de pierre rouge, gardé par ceux qu'on nommait avec terreur les Tendions et qui étaient de redoutables guerriers. Il ne fallait pas traverser moins de 7 vestibules, tous emplis de Tendions armés pour accéder à la chambre royale. Là, assis sur sa peau de lion, emblème de sa puissance, entouré de ses 50 griots, à la fois conseillers, poètes et musiciens, Bitan Koulibaly accueillait les étrangers, rendait la justice et se tenait au courant des grandes et de petites nouvelles qui parcouraient le royaume. Un matin, des nobles de Ségou se présentèrent devant lui, richement vêtus, mais la mine affolée. Après 1000 salutations, le plus âgé d'entre eux vint s'incliner devant Bitan. Grand roi, les féticheurs que nous avons consultés parlent d'un réel danger pour toi. Il se trouve à Ségou un enfant mâle qui, dès qu'il sera en âge de revêtir les 3 habits d'homme, le pantalon, le boubou et le bonnet, prendra ta place. Ainsi en parlaient les fétiches invoqués par nos soins. Sur sa peau de lion, celui qu'on appelait le maître des eaux et des hommes ne parut pas s'émouvoir. Il remercia ses hôtes, leur offrit de l'hydromel et ses griots chantèrent pour eux. Mais la nuit venue, Bitan ordonna qu'on réunisse tous les enfants mâles de la cité dans le plus grand des 7 vestibules du palais. Puis il demanda à ses marabouts, des hommes religieux très puissants, de lui indiquer l'enfant qui allait lui voler son trône. Les marabouts tinrent conseil pendant plusieurs heures. En fait, la nuit passa, et l'aube déjà cernait l'horizon. Quand ils se présentèrent devant le roi, perplexes et embarrassés, ils n'avaient pu se mettre d'accord. L'enfant qui le premier quittera la salle, celui-là sera le bon, affirma l'un d'eux. Non, le dernier enfant qui sortira du palais a bien été désigné, ô roi, soutint un autre. Un troisième expliqua que les esprits invoqués en secret n'avaient pas répondu clairement. Une force extraordinaire semblait brouiller les présages. Cet enfant, ô Bitan, ce n'est pas un enfant comme les autres. De puissants fétiches le soutiennent contre les tiens. Nous ne pouvons rien, mais la ruse peut-être.
Biton Koulibaly s'impatienta de ces réponses. Il appela ses tendions, donna des ordres pour que les garçons de Ségou dorment désormais chaque nuit au palais. Des guerriers les surveilleraient pour empêcher qu'ils ne s'échappent. Puis il se tourna de nouveau vers ses marabouts. Eh bien, cette ruse, demanda-t-il alors. Il ne te reste qu'une seule chose à faire, et elle dépend de toi, Seigneur, répondit le marabout qui avait parlé en dernier. Prends 7 pièces d'or de ton trésor. Fais-les fendre et transforme-les en un anneau d'or. Cet anneau, tu le dissimuleras dans un plat de nourriture. Puis, tu offriras un repas à tous les garçons. Celui qui trouvera l'anneau sera l'enfant que tu cherches. Le lendemain, Biton Koulibaly fit préparer un riz savoureux que l'on versa dans une grande calebasse de bois. Accompagné de rafraîchissements et de fruits, ce plat fut déposé devant l'entrée du vestibule des enfants, et le roi lui-même vint présider au repas. Sa haute stature, les riches broderies de son boubou et son air majestueux impressionnèrent les garçons qui ne comprenaient pas que Biton se montre si généreux avec eux, après les avoir tous enfermés dans son palais. Ce riz-là, dit le roi, je l'ai fait préparer pour vous. Approchez donc et mangez-le, rassasiez-vous et que nul ne se lève avant qu'il soit terminé. Ainsi, vous me ferez honneur. Rassurés tout autant qu'affamés, les garçons se bousculèrent vers le riz, si délicieusement préparé. Seul un enfant captif ne se pressait pas. C'était Ngolo Diarra, l'enfant de Niola. Viens vite, Ngolo, criaient les autres. Il ne te restera plus rien si tu traînes ainsi près de la porte. Plusieurs fois le garçon fut interpellé et plusieurs fois il refusa de se joindre à ses compagnons. Enfin, quand le plat fut près d'être vide, Ngolo saisit une poignée de riz, une seule, et sentit l'anneau dans sa bouche. Il le cacha sous sa langue, de peur qu'on ne le lui vole, et attendit la suite. À la fin du repas, les autres garçons le désignèrent pour remercier le roi. Ngolo ne se fit pas prier. Il tourna son compliment sans la moindre honte, lui, un captif, et le roi Biton comprit que son rival se tenait devant lui. Quel est celui d'entre vous qui a trouvé un objet caché dans le riz demanda-t-il en fixant Ngolo. L'enfant du pays de Niola mit aussitôt sa main devant sa bouche et déposa l'anneau dans sa paume. Est-ce là, ô roi? Il y eut un grand remous dans l'assemblée. Comment Ngolo avait-il pu parler avec un si gros anneau dans la bouche? Par quelle magie l'anneau d'or se trouvait-il dans l'unique bouchée de Ngolo? Le roi Biton observait l'enfant qui se tenait respectueusement devant lui. Il ne prit pas l'anneau que Ngolo lui tendait. Oui, c'est bien cet objet, Ngolo. Il te rend libre, garçon de Niola. Tu n'es plus captif, mais ne le perds surtout pas. Ngolo, sinon je croirais que tu m'as trahi. Ngolo passa sa première nuit dans la crainte qu'on ne lui vole l'anneau. Il ne put dormir. Aussi le lendemain, il le cousit à l'intérieur de son panier, contre sa peau, et pensa qu'il avait trouvé la meilleure cachette. De son côté, le roi inventa divers prétextes pour éloigner Ngolo du palais. Et au cours du 2e jour, il réunit les autres garçons jaloux de Ngolo. Nous allons vérifier si Ngolo est digne de ma confiance, leur dit-il. Cette nuit, vous vous coucherez près de lui dans le vestibule et vous attendrez qu'il soit profondément endormi. Vous arracherez alors l'anneau d'or cousu sous son panier et me l'apporterez. Plusieurs nuits passèrent, mais chaque fois que l'un de ses compagnons essayait d'arracher l'anneau, il touchait le ventre de Ngolo, qui se réveillait aussitôt et rossait le voleur. Alors Biton inventa un autre stratagème. Entraînez-le jusqu'au fleuve pour vous baigner, proposait-lui de plonger sous l'eau afin de voir qui peut y rester le plus longtemps. Pendant ce temps, l'un d'entre vous saisira son vêtement et le jettera dans les rapides. Cette nuit-là, Ngolo dormit tranquille et au matin crut son épreuve achevée. Il ne se méfia donc pas quand les autres garçons l'entraînèrent vers le fleuve. Il faisait une chaleur torride et la poussière des chemins, soulevée par un vent étouffant, couvrait les arbustes, les hommes et les bêtes d'une couleur indéfinissable. Au-delà de toute cette poussière, le fleuve Djoliba était bien accueillant, avec ses cascades et la mousse tendre de ses bords. Les paniers volèrent, Ngolo oublia sa méfiance et plongea dans l'eau bienfaisante. Mais tandis qu'autour de lui le cercle des enfants se resserrait, qu'on riait et jouait à qui demeurerait le plus longtemps. Sous l'eau,
un garçon s'empara du pagne contenant l'anneau d'or et le lança très loin vers les rapides. Le pagne coula à pic dans un tourbillon d'écume. Un poisson-chat paraissant sous une roche l'avala aussitôt. Mal lui en prit, car un gros brochet le débusqua, bouche ouverte, et l'avala lui et le pagne. Le crépuscule rougissait, l'horizon, quand Ngolo et ses compagnons sortirent du fleuve, mais sur la berge, point de pagne, point d'anneau. Oh, c'est terrible, cria Ngolo au désespoir. L'or que le roi m'a confié est perdu. Biton va croire que je l'ai trahi. Et tandis que les garçons s'éparpillaient, qui s'enfuyant honteux, qui courant avertir Biton, Ngolo se mit à errer sur les rives du fleuve. La lune avait sorti sa grosse tête de dessous les nuages que le malheureux garçon se lamentait encore de son irréparable perte. C'est ainsi qu'à l'aube, des pêcheurs le découvrirent, pleurant toujours. Ngolo ne voulut pas répondre à leurs questions et il se réfugia près des femmes qui commençaient à éventrer et écailler les poissons, tout luisants et gigotants des filets fraîchement tirés. Dans l'un d'eux, un énorme brochet se débattait furieusement. Ngolo se tourna vers les travailleuses. Il venait d'avoir une idée. Eh, petite mère, dit-il, donnez-moi un couteau, je vais vous aider à nettoyer le poisson. Ainsi pensait-il, si les tendions du roi me recherchent et ne me trouveront pas au milieu de toutes ces femmes. Ngolo venait d'écailler son 6e poisson quand le gros brochet roula à ses pieds. Il ne se débattait plus. Le jeune garçon l'ouvrit alors, découvrit le poisson-chat encore entier. Ouvrant le poisson-chat, il poussa un cri. Son pagne intact et l'anneau d'or avaient glissé devant lui. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Tu es blessé? L'interrogèrent les femmes de pêcheurs. Ngolo s'assit sur son pagne et éclata de rire. Non, non, mais j'ai trouvé un poisson-chat entier dans le ventre du brochet. C'est un heureux présage. Il travailla encore quelque temps, plaisantant avec les femmes qui le remerciaient pour sa gentillesse, puis il les quitta parfaitement heureux. L'anneau était retrouvé. Quand les cavaliers armés de sabres et de fusils que le roi avait envoyés à la recherche de Ngolo croisèrent l'enfant, les murailles de Ségou se découpaient sur l'horizon. Ngolo avançait courageusement sur la piste déjà tiédie par les premiers rayons de soleil. Les 12 montures encerclèrent l'enfant, 12 sabres et 12 fusils pointèrent vers lui. Le cavalier de tête cria. Ngolo Diarra du pays de Niola, captif et fils de berger, le roi t'a confié une chose, un anneau d'or, cousu dans ton pagne. Où est-il? Le pagne de Ngolo était encore humide. Le garçon saisit le nœud, le défit, sortit l'anneau et le leva au-dessus de sa tête afin que tous puissent bien le voir. N'est-ce pas cela? Et il défia les tendions du roi. Oui, c'est cela. Surpris et embarrassés, les hommes d'armes baissèrent leurs fusils, raccrochèrent leurs sabres, le cavalier de tête enleva l'enfant en croupe sur sa monture et tous revinrent vers Ségou, escortant Ngolo. Les jours suivants, tandis que Biton Koulibaly s'enfermait dans sa chambre royale avec ses marabouts, ses griots et ses chefs de guerre, les tendions, on murmura dans la ville que l'enfant Ngolo Diarra était sous la protection de très puissants fétiches. De nombreuses lunes encore, Biton régnerait sur le peuple Bambara. Mais un jour, une dynastie nouvelle le remplacerait. L'enfant esclave, enlevé jadis à ses parents, allait grandir en sagesse et en force, et sans doute, c'est à lui, Ngolo Diarra, parvenu à l'âge d'homme, que le peuple Bambara offrirait la peau de lion des rois de Ségou. Et tout se réalisa ainsi.